Donc, David Schully, qui vient de l'AP-HP, de l'hôpital Hôtel-Dieu, va nous parler de Big Data, Open Science et Santé. Merci de votre invitation. Donc, ça va être une pause dans la partie un peu stat learning formelle. Là, l'idée, c'est de vous parler des applications de l'open science en santé et vous parler de ce que je crois être un véritable phénomène de civilisation, je crois, avec l'idée que les sciences aujourd'hui sont en situation d'être coproduites, d'une part par des milieux institutionnels, les milieux académiques, mais aussi avec des acteurs qui ont été jusqu'alors tiers à la production de savoir scientifique global, pour ne pas dire étrangers. Le contexte, au fond, tout le monde le connaît, un contexte de données particulièrement massives qui sont produites en temps réel par l'ensemble du système, avec cette notion, au fond, peut-être un peu paradigmatique, que les observables aujourd'hui sont mesurables. Vous donner très rapidement quelques exemples, et j'en détaillerai plus tard quelques-uns. Une application assez simple la mise à disposition aujourd'hui de données dont le volume est très important. HealthMap, c'est une solution qui a été mise en place par des communautés, consiste à auditer en permanence le web, récupérer des informations de blogs, des informations plus académiques, des informations liées à des instituts de veille sanitaire. Et il y a quelques années, leur système, qui est un système purement automatisé, a permis, à partir donc, de couches qui sont exclusivement open source et l'ensemble étant emmené par une communauté, a permis de détecter des cas suspects de fièvre. Et on est exactement au moment de la crise Ebola. Enfin, quand je dis exactement au moment, en fait, on est un peu en amont relativement à ceux qui étaient les autorités les plus concernées. Et là, on a un exemple de ce que les big data permettent de développer des techniques de veille épidémiologique tout à fait originales, au moyen d'outils qui sont et open source, j'y reviendrai, et communautaires. Un autre exemple, qui est Google Flu, dont peut-être j'imagine qu'ici l'audience est tout à fait au courant, Google Flu ou Google Dengue, qui consiste à regarder l'ensemble des informations qui sont entrées dans le système Google par du search pur et simple, et essayer de regarder comment est-ce qu'on peut prédire la survenue d'épidémies de grippe. Le système a été tout à fait convaincant, je crois, de 2011 à 2013, un peu moins après, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est rapporter les performances d'un système prédictif qui analyse des données assez facilement accessibles, relativement à l'ensemble de l'effort qu'on est obligé de déployer, notamment au travers des institutions publiques, pour mettre en place des systèmes de veille épidémiologique sûrs. Donc un contexte nouveau, disais-je, il y a à la fois donc, des données qui sont massives et des communautés qui viennent processer ces données, qui viennent aussi les émettre, les produire. Et ces communautés donc, sont tout à fait massives avec comme mot d'ordre, si j'ose dire, une culture qui est celle du partage. Et je crois que dans la présentation précédente, on a insisté sur l'importance de la production plus importante de données. Sans doute l'open data peut-il y répondre. Et la philosophie qui embarque ces communautés est celle de la production de commun. Alors, il y a un modèle qui est particulièrement populaire dans l'implication de ces communautés dans la science, qui est le modèle de challenge. Alors, je reviendrai, les challenges, au fond, y a-t-il quelque chose de tout à fait nouveau dans ce mode de mobilisation des communautés? Au fond, quand on regarde quelques siècles plus tôt, des grands esprits qui ont été Galois ou Rousseau, au fond, ni l'un ni l'autre n'étaient affiliés à une institution académique, et pourtant, ils ont produit des choses tout à fait déterminantes sur le plan scientifique.
Rousseau, c'est une histoire assez intéressante, puisque lorsqu'il produit son discours sur les sciences et les arts, en réalité, il répondait à un open challenge de l'époque, et qui était émis, je crois, par l'Académie de Dijon, et qui demandait à tout un chacun de disserter sur la question du rapport entre science et art, et voir dans quelle mesure le second permettait de nourrir le premier. Et donc, sa réponse est bien connue, prendra la forme d'un ouvrage tout à fait important. Et encore une fois, il n'était pas attaché à une fac. Alors, bien entendu, le fait de savoir lire, de savoir écrire, jouait comme un filtre, une barrière assez naturelle à l'entrée. Mais c'est quelque chose qui me paraît intéressant au sens où aujourd'hui, ces challenges sont assez populaires. J'en donnerai quelques exemples. Et on revient à des pratiques, au fond, qui étaient connues déjà sous l'Ancien Régime. Alors, historiquement, on date la première forme de challenge, au sens où on pourrait l'entendre de façon assez contemporaine, en Angleterre, tel qu'indiqué ici, avec l'idée qu'il avait été émis un prix à 20 000 livres pour quiconque saurait calculer la position longitudinale d'un navire. Ces challenges, je vous en donnerai quelques exemples. Alors, il y a une structure aujourd'hui qui émet de façon très très régulière des challenges, et notamment dans le domaine de la santé. Donc, c'est un réseau qui s'appelle Sage Bionetwork. Alors, il y a des challenges en permanence en cours et permettent de mobiliser des individus qui sont soit des chercheurs, soit des ingénieurs dans des entreprises, des grosses entreprises, soit alors le tout venant qui s'invite dans un sujet et qui propose des solutions. Alors là, le challenge qui est cité ici consistait à travailler à l'amélioration de la prédictibilité du cancer du sein à partir de marqueurs connus. Et les résultats étaient tout à fait convaincants, ont fait l'objet de plusieurs publications. Un challenge qui aussi met en valeur ce contexte donc de communauté massive, c'est Challenge Foldit, et je crois qu'il est vraiment tout à fait hétérodoxe. Foldit, c'est des chercheurs en biologie moléculaire qui essaient de comprendre, et qui essaient toujours du reste de comprendre, l'applicature des protéines. Donc c'est ce qui, alors je ne suis pas spécialiste en biologie cellulaire, en biologie moléculaire, mais l'idée, je crois, c'est que la structure quadridimensionnelle des protéines, donc la façon dont elles se plient sur elles-mêmes, confère aux protéines un certain nombre de propriétés fonctionnelles. Et alors, donc, ces chercheurs se disent, bon, nous, on a notre expertise, le sujet est un peu compliqué, ce qu'on va faire, c'est émettre une sorte de challenge en ligne, avec l'idée, au fond, que des collègues à l'international, leurs pairs, pourraient participer ensemble à cet exercice qui se voulait un exercice d'intelligence collective, mais dans un domaine, au fond, dans un cercle assez réservé. Et à la surprise des initiateurs du challenge, eh bien, des solutions ont été apportées, parfois par des tout jeunes, des adolescents, qui ne connaissaient strictement rien à la biologie moléculaire, mais qui avaient une façon tout à fait intuitive de plier les protéines les unes sur les autres. Et donc, c'est là, me semble-t-il, aussi une façon de produire la science qui est assez originale et qui s'appuie sur un contexte massif de communautés et de données. Et pour mémoire, je crois qu'une protéine du virus du sida a pu être comprise mieux assez récemment au moyen de ce challenge. Alors, j'ai cité ici Zoo Universe, qui est en fait un peu la mère nourricière de tous ces challenges, qui était un challenge dans le domaine de la physique, qui consistait à cartographier la forme des galaxies, dans lequel il y a eu plus de, je crois, 700 800 000 personnes qui ont participé. Alors, j'ai l'impression que l'auditoire a une culture scientifique assez marquée. Il y a aussi un challenge assez connu en maths, qui est Polymath. J'imagine que vous connaissez Polymath ici. Ça vous dit quelque chose ? Non, pas tout à fait. Donc, qui est emmené par deux mathématiciens qui ont été primés par la médaille Fields du reste, Terence Tao et Tim Gowers.
et qui propose comme ça de co-créer des solutions, notamment dans le domaine de la théorie des nombres. Alors, je ne le cite pas tout à fait, alors d'une part parce que ce n'est pas exactement dans le domaine des sciences, et puis par ailleurs, parce qu'au fond, ça se passe de façon assez informelle, en ligne. Néanmoins, ceux qui participent au projet ont quand même une culture mathématique extrêmement avancée, et en règle générale, viennent de milieux tout à fait académiques. Alors, on a publié récemment dans mon département un papier sur 7 intelligences collectives qui s'appuient, encore une fois, sur des données particulièrement volumineuses et des communautés capables de les attaquer. Et on observe que depuis 2011, les pratiques de ce qu'on appelle le crowdsourcing, donc ces formes de mobilisation d'intelligence collective, ces pratiques vont croissantes, elles sont très dynamiques, et elles sont essentiellement font l'objet de pratiques dans le domaine de la recherche sur le cancer et de la santé publique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des choses comme Mechanical Turk, je ne sais pas si vous dites quelque chose. Au fond, de façon un peu schématique, on a séparé, on a distingué entre ce qui relève du micro-tasking et ce qui relève du méga-tasking. L'idée étant qu'il y a 2 façons de mobiliser les communautés online. Soit autour d'une multiplicité de petites tâches qu'on parallélise en les conférant à l'intelligence des foules, comme l'on dit. Mais au fond, quand je dis intelligence des foules, je me reprends un peu parce que c'est des tâches au fond simples, répétitives, mais qui sont massives. Distinguer cela entre donc, le microtasking et le mégatasking, où là, pour le coup, c'est ce que j'exposais un peu plus avant, qui était cette forme un peu plus élaborée de mobilisation des communautés avec des challenges qui portent un certain degré de complexité. Alors, une façon un peu synthétique et rapide de dire les choses, au fond, les règles du théâtre classique qui voudraient l'unité de temps, de lieu d'action sont un peu mises à mal. Et aujourd'hui, ces communautés agissent avec une multiplicité de temps, de lieux dont je vais présenter un certain nombre d'éléments, et d'actions qui me semblent être possibles dans la mesure où il y a une vraie démocratisation de l'accès au savoir en général. Alors, pour moi, voilà, l'élément sans doute le plus important est Wikipédia, qui est une forme de co-création de l'information qui est itérative. Donc, le taux d'erreur sur une page de Wikipédia, il y a 10 ans, n'est plus du tout le même qu'aujourd'hui. Il y a une vigilance permanente sur chacune des pages. Et alors, j'ai ça en tête, je vous témoigne, enfin, je rapporte une expérience personnelle. J'étais jeune interne, et donc je prêté à l'exercice donc de compléter des pages Wikipédia sur les pages antibiotiques. Puis alors moi j'étais assez sûr de moi, j'avance mes infos, et puis il y a sous anonymat quelqu'un ou pseudonymat quelqu'un de la communauté Wikipédia qui me répond en me disant votre contribution est refusée. Alors, pas que j'en avais pris ombrage, mais enfin quand même, je me dis c'est quand même l'information est juste, etc. Et en fait je ne l'avais pas référencé. Et donc il y a vraiment des pratiques de l'organisation de la connaissance qui sont extrêmement rigoureuses et qui font qu'il y a une veille ou une vigilance collective autour de la production du savoir sur Wikipédia qui est intéressante. Alors dans le domaine du software, imaginez que vous êtes tout à fait familier des technologies qui sont ici rapportées. J'en cite une qui est intéressante, qui est TensorFlow. Alors d'une part parce que c'est quelque chose qui est un peu dans la thématique du jour. Donc c'est une librairie open source de développement de solutions de réseaux de neurones, me semble-t-il. Je pense que c'est assez focalisé sur les réseaux de neurones et qui a ceci de particulier qui a été open sourcé par Google. Et donc dans les acteurs donc promoteurs de ces nouvelles pratiques d'open science, les GAFA sont positionnés de façon, je pense, assez stratégique, parce que tout cela, ces attitudes-là ne sont pas étrangères à évidemment des choix mûrement réfléchis, et parfois d'ailleurs sont des rationnels, et même souvent sont des rationnels économiques. Donc, du software qui est accessible et aussi du hardware accessible sous la forme de différentes briques électroniques, alors Raspberry Pi, Arduino. Associé à quoi on a des outils de documentation qui permettent donc de structurer l'information, de la restituer de façon lisible et de faire en sorte que
l'ensemble puisse être partageable, utilisable par les communautés. Alors, je cite quelques exemples d'outils qui ont pu être développés à partir des outils du dessus, qui sont des outils au fond de haut niveau, qui sont assez génériques, qui permettent de fabriquer beaucoup d'objets qu'on retrouve traditionnellement dans des laboratoires, donc des microscopes, des spectromètres. Un laboratoire communautaire pas très loin d'ici qui s'appelle la Paillasse, qui a développé des outils de séquençage du génome en ultra low cost. Donc, il y a ce phénomène qui me paraît très important de démocratisation d'outils génériques qui permettent de produire de la science. Et alors, dans le domaine de la santé, comment ça se manifeste? Eh bien, il y a des communautés qui sont particulièrement actives et qui associent ces briques technologiques pour produire des outils qui sont accessibles en open source et en règle générale avec une idée quand je dis accessibilité, vraiment une logique de low cost. Alors, je cite ici un projet Open Source Imaging Initiative, on a parlé d'IRM tout à l'heure. Donc ça, c'est une communauté, par exemple, dont le cœur est situé en Allemagne, et qui développe un IRM low cost. Je crois que l'objectif final est qu'il coûte 10 à 20 000 euros. Et ils sont très avancés dans leur développement. Je crois qu'ils ont déjà un prototype. Et ce type de technologie n'ont pu être développés que dans la mesure où, d'une part, on dispose de façon communautaire donc, de l'ensemble de ces outils décrits à la slide précédente, donc outils un peu de haut niveau, et puis, par ailleurs, des outils qui sont produits en permanence par ces communautés et qui produisent donc du logiciel libre ou des logiciels open source, et qui permettent d'imbriquer ou d'associer ces briques les unes aux autres, et puis de pouvoir, in fine, développer des outils médicaux particulièrement utiles. Alors là, par exemple, je cite Hortank, PowerGrid ou GPU-NUFT, qui sont des librairies, alors soit de processing de données d'imagerie IRM, Hortank qui est un outil qui permet de faire du DICOM, qui est un standard de format d'image. Alors, sur le plan hardware, là, je cite un concours qui s'appelle le concours iGEM, donc qui est tout à fait dans la logique des challenges que je disais tout à l'heure. Donc, c'est un concours qui est emmené par le MIT et qui propose à des équipes de solutionner des problèmes, et en règle générale, dans le domaine de la biologie synthétique. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques membres de l'équipe Warwick, et qui a développé un système hardware pour détecter une maladie infectieuse qui s'appelle la leptospirose. Alors, je disais du soft, du hard, mais aussi des laboratoires complets qui sont développés aussi par des communautés. Et un exemple est Médecins sans frontières, qui développe son mini-lab constitué exclusivement de briques de logiciels libres et qui permettent de déployer sur le terrain toute une série d'outils qui sont utiles en cas de crise sanitaire, par exemple, ou catastrophe climatique. Là, je montre une image aussi d'une équipe que j'avais rencontrée, qui a développé une main artificielle avec donc un dispositif qui est complètement imprimable en 3D, et ces impressions 3D, enfin les fichiers sources, sont bien entendu en open source. Et encore une fois, ça c'est possible que parce que l'ensemble des briques techniques sont accessibles, partageables en open source, et tout ça est la conséquence directe du phénomène massif qui est ce phénomène communautaire. Alors, je disais en introduction qu'il s'agissait pour moi d'un phénomène de culture scientifique assez nouveau, même peut-être un fait civilisationnel, avec des lieux deux communs, pas oublier le deux, et dans lequel des individus s'associent de façon plus ou moins éphémère pour co-construire des solutions, et notamment dans le domaine scientifique assez largement, et souvent dans le domaine sanitaire. Alors, donc je cite soit des tiers-lieux, des réseaux. Il y en a un qui est particulièrement... Enfin, ils sont tous intéressants. Le CERN, d'ailleurs, est très promoteur peut-être même le premier producteur d'outils en open hardware, et un réseau qui s'appelle le réseau Gauche, qui a pour vocation, d'ici 2025,
a au fond popularisé complètement l'idée de la production de l'open science, et notamment dans le domaine du hardware, et qui est particulièrement actif. Et je crois qu'il s'agit d'une initiative initialement portée par le CERN. Alors, il y a des maîtres mots hein, dans ces logiques communautaires qui, en règle générale, sont quand même portés par une sorte d'idéologie. Il y a à la fois l'idée de décloisonner les savoirs, avec une association, souvent dans ces tiers-lieux que j'indiquais, à la fois d'ingénieurs, de scientifiques, mais aussi de personnes qui sont plus portées sur le design, des artistes, dans le domaine du bioart, par exemple. Un autre élément assez structurant, c'est toujours un peu dans cette idée un peu idéologique, c'est ce qu'on peut appeler un phénomène d'autosouveraineté. Alors, qui culmine dans une pratique qu'on appelle le do-it-yourself, avec l'idée de se réapproprier les technologies et puis les moyens de les produire, qui est un phénomène particulièrement important. Alors, un des objets dérivés de ces pratiques, c'est ce qu'on appelle le self-quantified ou quantified self, et qui, dans le domaine de la santé, est assez intéressant. Et on m'a dit que je n'ai plus beaucoup de temps, je vais être assez rapide. Donc, je vais donner un exemple. C'est Christian Kleinenman qui s'intéresse à l'asthme, qui se surmonitore et qui finit par comprendre que dans certaines situations, eh bien, le stress, qui est connu comme étant plutôt promoteur d'asthme, eh bien, agit comme un facteur protecteur. Et donc, il a distingué entre, d'une façon ou d'une autre, le bon stress du mauvais stress. Et ici, j'indique toute une série d'autres initiatives qui sont portées par des individus qui sont tout à fait indépendants du milieu de la santé, qui sont des patients ou des sujets qui choisissent donc de s'intéresser à leur propre santé, de se barder de capteurs, de s'écouter, de s'observer, et puis de produire un certain nombre d'éléments de connaissances que je crois médicales. Alors donc, je vais aller très très vite. Donc là, c'est un projet qui s'appelle OpenBCI, qui est un projet de déploiement générique d'outils électroniques pour faire des électroencéphalogrammes. Vous avez Vitalino qui produit des outils de monitoring et de l'électrocardiogramme, et de la tension, et aussi d'électroencéphalogramme. Et tout ça est accessible, encore une fois, en open source. Je vais passer vite. Deux projets qui me tiennent tout à fait à cœur, puisque j'ai la chance de les coordonner. Donc Epidemium, qui est un projet qui, émet des challenges dans le domaine de l'épidémiologie du cancer. Tout un chacun, encore une fois, peut s'y inviter. On met à disposition des très grosses bases de données, un environnement scientifique et légal qui permettent à des équipes de pouvoir faire appui sur l'expertise si besoin en est. Récemment, là, une équipe a pu développer, par exemple, des techniques d'analyse de données tout à fait intéressantes et d'imputation d'ailleurs de données manquantes qui sont tout à fait intéressantes. Et encore une fois, dans un cadre qui est tout à fait informel. Un autre projet qui est la production d'un échographe connecté en portable et en ultra low cost. Donc c'est un projet qui s'appelle Ecopen, qui est emmené aujourd'hui par une communauté de 500 personnes dans le monde, pour l'essentiel en Europe, et qui a produit une série de prototypes, dont le dernier en septembre 2017, qui est parvenu à fournir une image de qualité médicale. Alors pour mémoire, ce type de dispositif, dont je pense, indépendamment des Ecopen, qui vont vraiment transformer la pratique de l'examen clinique, ils sont accessibles sur le marché à 10-15 000 euros. Là, c'est produit par une communauté et sans doute pour un prix, enfin déjà pour un prix à l'échelle du prototype, inférieur à 500 euros. Voilà, bon, ça c'est quelques réalisations. Là, vous voyez ici à droite l'image échographique produite sur smartphone versus notre benchmark qui était un échographe qui était utilisé jusqu'au début, milieu des années 90 et qui permettait de faire de l'orientation diagnostique. Et là encore, c'est l'association de données massives qui permettent d'améliorer les softwares, de communautés qui s'investissent. Enfin, je dirais que au fond, il y a vraiment l'idée
pour nous qui paraît importante de pouvoir conjuguer les expertises évidemment académiques et avec cet esprit de créativité, d'innovation qu'on peut trouver de façon tout à fait informelle et je pense assez librement distribuée dans la population. Et c'est des solutions qui me paraissent originales et sans doute promotrices d'une façon de produire la science intéressante. Et j'irais même jusqu'à un plaidoyer permettrait de consacrer un pourcentage du temps des chercheurs, limité sans doute, mais à des projets qui permettent de construire des communs, parce que le projet que je vous présentais à l'instant, Ecopen, n'a été possible que dans la mesure où, par exemple, à l'ENS Cachan, il y a un laboratoire qui a produit des transducteurs en low cost, et c'est vraiment voilà, ces solutions d'interopérabilité ou d'intelligence mutuelle entre des milieux qui ne fonctionnent pas encore tout à fait de façon régulière, tout à fait ensemble. Tout ça me paraît être le vecteur d'une façon de produire de la science opérationnelle. Voilà, et j'en finirai par là. Merci.